Bien le bonjour. Bon, aujourd'hui on va essayer de réparer la S13. Comment vous allez? La caisse ne démarre plus correctement. On tourne sur genre 2 cylindres au lieu de 4. On va essayer de voir d'où ça vient. Il y a possibilité du coup que ça vienne, très forte possibilité, que ça vienne de cette délocalisation de batterie qu'on a faite précédemment d'ailleurs. Puisqu'on a touché à plein de trucs. J'imagine qu'on a touché un truc qu'il fallait pas. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ou est-ce que c'est un problème qui est apparu? Une bougie qui aurait décidé de claquer, j'en sais rien. Ou alors peut-être de l'admission. L'admission qu'on a mal remontée, par exemple, parce qu'on a dégagé la clim qui était ici. Ou alors du coup aussi, ça pourrait venir du dégageage de clim, s'il n'y aurait pas un truc à enlever en plus qui fasse tout bugger sinon. Aucune idée, en tout cas je vais la redémarrer, voir ce que ça donne. La caisse un peu dans les tours, de ce que j'ai compris, ça le fait tout le temps, donc même si tu montes à 2000, 3000, ça le fait quand même. Ouais, c'est ultra. Ouais, je vais la couper. Tu fumes énormément. Waouh! Ouais, t'as enfumé l'arrière. Ah ouais, j'ai enfumé les BM. Ok, ah, c'était vraiment bizarre. Genre, j'avais l'accélérateur constant et ça montait et ensuite ça faisait un énorme creux, ça descendait. On va enlever le cache et déjà on va enlever les bougies, voir si elles sont en bon état. Je dirais que c'est le plus simple à faire comparé à refaire tous les branchements. Comment ça sent à mort l'essence? Ou alors ouais, peut-être un relais d'allumage qui serait fini, qui serait mort. Ça, je crois que c'est le relais d'allumage, d'ignition. Donc ça pourrait être une des causes. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est mal branché, peut-être qu'une des connectiques ici est branchée à de la merde. Tellement de causes probables, quoi, c'est abusé. C'est bon, c'est bon. Ouais, bon, ça m'étonne pas. En gros, elle est entièrement noire. Bah parce que du coup il y a plein de ratés d'allumage. Elle est pas sectionnée, t'as toujours la partie qui peut faire l'étincelle. Je vais enlever les autres voir. Exactement pareil. Exactement pareil, donc c'est bizarre parce que l'usure est uniforme. C'est sur les 4 cylindres que c'est la même chose, je crois. C'est bizarre justement parce que t'as l'impression que c'en est 2 sur les 4 qui merdent. Alors que là on dirait que c'est les 4 qui merdent. Lui il a pareil avec un poil d'huile dessus. Du coup, ça confirme exactement ce qu'on disait. Au moins, on a vérifié les 4. Je viens de penser à un truc. Ça, c'est le filtre à air intérieur. Peut-être que si tu le mets pas, je sais pas, peut-être que ça fout la merde. Logiquement, non, parce que si t'actives pas la ventile, bah, il a pas fonctionné. Je sais pas, je vais tester des trucs. Voilà. Ouais. Oh la vache, ouais. J'ai envie d'avoir envie. Ça va être 30 ans de fonctionnement de... Ah, il y avait de l'eau dedans, attention, c'est cool. Ouais, donc c'est la clé. En fait, on va avoir un circuit beaucoup plus simple là. Que fais-tu, Jean-Louis Tanguy? Je regarde à l'intérieur, il y a une connectique par exemple là qui n'est pas branchée. Regardez-moi ça, comment c'est classe. Vas-y Nico, mets l'air plus chaud. Tac le filtre. Il va comment? Vas-y, mets plus froid. Et voilà. C'est ici que ça se joue. Comme ça. À moins que ce soit dans l'autre sens. Salut Tanguy. Hop, tac. Tu le mets là dedans? Ça du coup j'imagine que c'est une sonde avec, là par contre je sais pas, qui va déterminer si la clim doit faire son taf ou pas, j'imagine. Pas expert en climatisation, hein. Je pense que vous devez probablement le deviner. Bouliat. Bouliat. Hop. Jour 10 000 à peu près. Du coup là ce qu'on va essayer de voir, ça déjà, oh, bah, ça c'est fait. Fonctionnalité. Le câble de masse là actuellement je crois qu'il fait 4,5 m. Et j'ai parlé à Baptiste. Alors Baptiste, S12RB25, cet homme Datsun et tout, c'est un grand homme très gentil
très passionné. Il m'a expliqué que normalement, le câble de masse, il doit faire maximum 1 mètre. Du coup, bah, les 1 mètre, on va dire que... Ouais, ils sont là. Ils sont peut-être même un peu trop là. Ça pourrait expliquer le fait que elle broute. Vraiment moyen que ce soit des masses qui foutent la merde. Donc on va faire ça en premier. Il m'a dit tout simplement mets une masse dans le coffre, con. Ah oui, salut Maxime, c'est vrai que j'ai eu... Accessoirement, bonjour. Oui. Parce que ça m'a fait la même de ce côté-là dimanche. Yes. Vas-y, je vais ramener le câble de batterie d'origine. Du coup, vous voyez que celui-là, il est quand même sacrément court. Il fait peut-être même moins d'1 mètre. Il y a moyen. Ça part un peu à la masse. Mmh. Là, je regarde, tu vois, t'en as aussi une là. Et encore une fois, ce sera dans les inserts en fait, c'est ce qui tient la garniture. Yep. Bah, et puis là, C'est pas ça très ça. ça c'est de la. Ouais, ok. Black Song. Temporairement pour tester. Ce qu'on peut faire, c'est là. Ah oui. On passe ça comme ça. Est-ce que vous savez ce qu'est cette vis? Ça rentre. Hein. Je vous dis, ça rentre. Ça me tue. Le 36. C'est une vis de cardan. De la 36. Ah yes. Par contre, ça bloque pas contre. Du coup, je crois qu'on est quand même Bézax. Je ne sais plus à quoi correspond cette vis, mais elle rentre. Donc tu grattes un demi centimètre autour. En gros. Ouais. Du coup, je vais visser ça. Putain, sans déconner, qu'est-ce qu'il est bon. Bon, je crois que c'était pas ça. Oui, moi aussi dit que ça pouvait être un truc qui serait pour le coup vraiment très chiant, mais probablement pas ça quand même. Hein. Mais il m'a dit que ça pouvait être ici là. C'est pas un déphaseur d'arbre à cam, malheureusement pour vous, pour toi Nicolas. Ça gère le timing et il pouvait être juste ultra off et que ça n'avait aucun rapport. Il m'a bien précisé. C'est à 18 hasard, d'accord. Ah oui, je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, tu t'occupes de la batterie. Le 7-8, il aime pas ça. T'as dit la batterie, te touche pas. Du coup, s'il y a à faire, histoire de bien te dire, représailles, wallah, plus jamais tu me fais ça, il ne va pas oublier de faire lâcher le synchroniseur d'arbre à cam qui n'a rien à voir. Sans déconner, blague à part. On va remettre la batterie devant là, voir si du coup on a toujours les mêmes problèmes. On va tout remettre dans l'emplacement d'origine, enlever le démarreur, remettre contre. Comme ça on arrive à savoir si justement ça vient du câble de batterie. Ça vient de la rallonge ou si ça vient d'un problème autre part qui s'est créé ou d'un truc qu'on aurait déconnecté à la con, qu'on aurait oublié de remettre ou de l'admission. Voilà, elle est dégagée donc tu la refous comme ça, tac sur la batterie. It's the moment of truth. Alors, C'est sûr du coup que c'est pas la masse. Il y a peut-être moyen, comme Baptiste a dit, que ce soit un autre problème qui soit créé par coïncidence. Ou alors en réaction au fait qu'on ait changé la batterie et qu'il y aurait eu un court-circuit quelque part qui aurait créé quelque chose. putain, ça ouais, c'est toujours la galère quand tu changes plusieurs trucs de savoir ce qui a pu péter parmi les 12 000 trucs qui peuvent avoir pété par rapport au truc que t'as changé quoi. C'est ça. Ah ouais, je vois bien. Donc il m'a dit ce qui pourrait être, du coup si c'est pas la masse, ça peut être la sonde de température d'eau à côté de la durite supérieure du radiat et le thermostat, genre dans ces eaux là. Je crois du coup que cette durite, enfin la truc elle est là, je crois, genre, elle est branchée et elle a pas l'air d'avoir de problème. Genre ça se sent qu'elle a pas été démontée. Les branchements du débitmètre, on peut quand même regarder, démonter le débitmètre et puis voir si c'est ça. Ah voilà, le capteur d'arbre à cam, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le CAC. Et le capteur papillon aussi. Alors le capteur papillon, où est-ce qu'il est? C'est une bonne question. C'est comme ça. Je vois qu'il y a un fil qui passe entre les deux petites bandes qui est coupé. Si c'est ça, putain, je... Ah oui, en effet. Yes. On voit du coup, il y a les 4 bornes là. Les deux là sont reliés, mais les deux là ne le sont pas. Ouais, il est coupé le câble, c'est bizarre. J'ai envoyé une photo à Baptiste de voir. Bon, on vient d'avoir Baptiste au téléphone. Et il nous dit que c'est certain que c'est ça qui cause le problème de la S13. Que juste ce petit câble là qui est coupé, ce soit ça. En fait, c'est de ma faute, hein, bien évidemment. En fait, quand tu débranches le débitmètre pour pouvoir enlever l'admission, tout ça, faut pas que tu débranches cette partie là
il faut que tu débranches vraiment le branchement qui est là. Et en fait, le truc qui m'avait fait que je l'avais pas enlevé la toute première fois, donc il y a 1 an et demi, j'ai enlevé déjà 3-4 fois comme ça. Le truc qui a fait que je l'avais pas enlevé, c'est que j'avais pas réussi justement à enlever cet agrafe. Tu sais quoi, limite, l'enlever maintenant pour voir comment est-ce que je pourrais faire après. Parce que c'est ultra chiant à enlever en fait. Faut qu'on commande un remplacement et puis c'est tout. Hein. Il y a que ça qu'à faire, faut changer le débitmètre. Ça a été bourriné en fait déjà, je le vois. Tu vois ici. Ça va le pousser. Oh là là, quelle galère ça va être pour enlever déjà. Ah bah voilà. Ok. Gagné. Yes. Donc c'est un 4 broches. Bon, c'est officiel, Mac est une sorte de magicien voodoo qui arrive à faire spawner ce dont quoi j'ai besoin dans la journée. Je sais pas comment il fait, mais voilà, il y a un débitmètre de S13. Mais c'est tellement improbable, putain. On sort le débitmètre, on le remplace, et puis bah c'est tout, hein, c'est tout simple. Il est possible que ce soit pas compatible avec ma S13. Il sait plus exactement de quelle 13 ça vient. Donc il est possible que ça vienne d'une 13 catalysée. Oups, c'est de l'autre sens. Mais bah du coup il faut tester en fait tout simplement. On teste, je le mets et puis si ça démarre et que ça tourne bien, c'est que c'était pour la mienne. Ah, peut-être même pas besoin de démonter la boîte à air. Donc cette fois-ci je vais essayer de l'enlever correctement. Hein? Du coup tout petit tournevis là. Ah! Oh là là la vache. Ah ouais d'accord. Oh je suis un châteux. J'ai réussi à avoir le deuxième sans le... Oh oui! Il ne reste plus qu'à enlever les 4 vis là. Hop et là, l'ancien. Ok, ça j'imagine que c'est pareil. It's literally the same thing. Ah, les deux d'un coup. Hop. En fait, si vous regardez ici, au niveau du débitmètre, c'est là où passe du coup l'air, j'imagine, pour la sonde. Et c'est ici du coup où il y a les deux fils, dont un que j'ai pété. La sonde ne faisait donc plus son taf et bah, ça a entraîné logiquement que le moteur tourne comme une patate. Yes! Et ben voilà! Con de moi quand même. Bon, on va pouvoir terminer de délocaliser cette putain de batterie, faire un truc propre, couvrir, finir, ce serait bien. Du coup, redéloc derrière, je vais attacher ensemble les câbles rouge le gros et le petit qui est là. Faut refaire les branchements d'Écosse, les œillets, tout ça. Ok, j'ai reçu ceci. Ce sera pour une prochaine vidéo. Je suis très content. La gaine du faisceau est faite. Hop. C'est propre, c'est tout propre. Bon, et bien pendant que je mettais la gaine au câble du démarreur, il s'est déconnecté. Soir. Ok. La roue droite est là. Moi je suis là. Et le démarreur, il est juste là. L'œillet qui restait sur le démarreur, il est juste ici. Après des années de galère, le jeune Tanguy Grimm a réussi à connecter cette putain de fiche. L'œillet est mis sur le démarreur. Du coup, côté des moteurs, bah tout est fait. Oups. Sauf mettre de la jointure au niveau de ça, histoire que l'eau ne s'infiltre pas. Du coup, pareil à l'intérieur, je vais scotcher les câbles partout où ils passent ensemble. Comme ça, c'est fait. Hop, ils passent en dessous de la moquette. Alors ici, il faut faire gaffe parce que c'est coupant, donc je vais mettre une gaine ou alors du ruban par dessus. Voilà, comme ça, quand ça passe en dessous, tac, protégé. Ça va passer comme ça. Ici tu as le câble d'alimentation des néons, ici tu as le néon arrière. Donc là maintenant je peux officiellement remettre la banquette. Enfin, j'ai enlevé les deux petites
mousse noire là qu'il y avait. Je pense que c'est pour l'insonorisation. Je vais éviter de les laisser avec des câbles comme ça. Et du coup c'est parti, on remet la banquette. L'arrière est remis. C'est pas dégueulasse. Continuons. Je vais masquer cette partie là. Je déconnecte, je mets les néons et je m'arrête là pour aujourd'hui. Allez, dernier jour de travaux sur la S13. On part sur une dernière ligne droite. Accorder le faisceau des néons. Pour la batterie, je me suis arrangé. Demain, je vais aller voir Aurélien. Il me dira ce qu'il pense du setup et comment est-ce qu'on peut faire pour les inserts filetés parce que je les ai pas. Je sais pas s'il en aura, mais bref, ce sera de la prochaine vidéo. Je vais profiter que la caisse est levée pour mettre de la graisse cuivrée sur les combinés parce que c'est pas encore fait. J'en ai profité pour faire l'autre côté aussi. C'était quelque chose qu'il fallait faire depuis longtemps que j'avais oublié à chaque fois. Là, c'est fait. Du coup, ce que j'ai fait pour l'instant avec l'habitacle, pour au moins éviter si des fois il y a de la pluie, j'ai mis de la duct tape. Pareil là, j'ai mis de la duct tape. Ce qui serait bien, ce serait de trouver un joint ou quelque chose qui se mette parfaitement dessus et qu'on pourrait fixer. Pour ces petits trous là, du coup, puisque maintenant, c'est, tu vois, c'est coucou. Il n'y a plus le pare-boue pour protéger. Il faudrait trouver pareil peut-être des petites plaques, des petits trucs custom. Je vais d'abord m'occuper de remonter le côté droit. Et qui est le moins compliqué. Yes. Attention. Ok, bah ce côté là est fait. Oh, je frotte, 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 frotte. Je me suis chauffé. Et bah c'est tout parfait. J'attends Polo. Je vais aller voir Mike là, c'est pour ça que je l'ai remonté. Bon, je gagnerai pas le concours de la propreté. Hein. Oh, moi je viens d'avoir une idée. On est classe ou pas à nous? Là pour le coup, elle vient vraiment de se réveiller en plus. Se réveille de 2 semaines et quelques de sommeil. Oh mamie. Bon, maintenant en plus, je crois qu'avec le nouveau débitmètre, elle fait plus le bruit de tuba. Genre elle descend pas à 900. Elle reste à 1000 plus ou moins. En zabardé. Il n'est actuellement pas 2h09. Ouh, ça fait beaucoup là, non? C'est pas très d'origine. Oh la vache. Ah bon bah on pensait être tranquille, là on va pas être très tranquille. Il voulait faire un battle de néo, mais je crois qu'il a gagné d'avance. Qu'est-ce donc que ceci? Honda Civic. Honda Civic. Yes. C'est la réplique du coup de la Civic du Fast and Furious 1. Les caisses qu'on voit au tout début dans le... Comme je dis, c'est la première scène du premier film, donc c'est un peu culte. Ouais. Et sincèrement, elles ont fait kiffer tellement de gens avec les néons verts à l'époque. Surtout que les caisses dans le film, tu les trouves un peu hautes, tu vois. Ouais. Et quand même, quand tu les vois en vrai... Non, ça va franchement, pour rouler, ça reste
streetable, on va dire. Ça reste essayé en plus, streetable. Où est la plaque? Après, ça, si tu veux respecter en gros le film, tu sais, ouais, ouais. De plaque en Amérique. Si, je crois que maintenant il y a quelques états qui les obligent devant. Mais ouais, c'est pas obligatoire dans tous les états. Après, dans le but du film, c'est que c'est des voitures pour braquer des camions. Donc je pense que l'histoire des plaques, c'est pas justement de passer incognito. Incognito avec des néons verts, c'est un peu, tu vois. C'est un de mes amis qui avait racheté une ancienne caisse du show Fast and Furious Live. Les réactions. Donc c'était une caisse à la base qui était juste faite pour la cascade. Donc toute modifiée, c'est un volant à droite, les trains étaient entièrement modifiés, système d'extincteur. Volant à droite Ouais, parce que c'était un show anglais, donc tous les cascadeurs étaient anglais quasiment. Ouais. Et les flammes sortaient par le capot, voilà, c'était histoire de simuler quelques cascades. D'accord. C'était pour simuler là où Dom se fait tirer dans le capot et du coup tu vois de la fumée. Là ils avaient fait un système pour simuler des flammes et de la fumée qui sortait du capot. Ah, ils sont loin. Ouais, c'est parti super loin. Donc la caisse de cascade à la base elle avait été achetée pour récupérer la mécanique, c'était un moteur de rallye qui était dedans. Donc ce moteur actuellement il est en cours de montage dans ma RX-7. Donc la prépa mécanique est finie, là on est sur la prépa carrosserie, la caisse devrait être finie cette année. Et la Civic, c'est un projet que je devais normalement faire après la RX-7. J'ai eu l'occasion de trouver une vraie Civic américaine. J'avais toutes les pièces qui traînaient et la RX-7, il y avait comme beaucoup plus de boulot. Donc on a commencé à monter les pièces sur la caisse. Et puis finalement voilà, on a terminé le projet l'année dernière qui devait normalement être terminé là, cette année. Et la RX-7, bah, c'est l'inverse. Franchement ça fait super plaisir parce que cette caisse, on a essayé de respecter au maximum les détails du film. Donc c'est le vrai kit qu'il y avait sur celle du film, le vrai aileron. C'est une vraie Civic américaine. C'était une caisse qui avait été importée des États-Unis au tout début. Oh c'est c'est pas mal, c'est pas mal. Full stock hein, à l'intérieur. Ouais, full stock. Bah en fait c'était surtout pour avoir ces sièges qu'on voit tout le temps dans le film. C'est les sièges monobras des EG et des EJ américaines. Si je dis pas de bêtises, c'était 6 Honda Civic pour le film. Qui ont toutes après été en gros détruites pour le 2. Elles ont été modifiées, ils ont changé les couleurs, ils avaient changé les kits de carrosserie. Tu les vois en fait dans la scène du Fast and Furious 2 où ils sortent du hangar. Donc toutes les Civic avaient été recyclées et après elles s'est vendues aux enchères pour la plupart détruites. Voilà, vendues à des particuliers. Mais sur les vrais Civic, bah, tu vois pas les leviers de vitesse parce que la plupart est déjà pas tout au vent. Donc ils avaient fait une modif à l'arrache. Comme tu peux voir déjà, hein, tu passes à peine ta tête. Donc pour passer un corps complet, tu vois, c'est un peu compliqué. Oui. Donc elles étaient modifiées pour faire croire que bah, voilà, tu pouvais sortir du toit pour sauter sur un camion. Sur certaines, l'aileron était modifié, tu n'avais pas le plateau au-dessus. Comme ça permettait aux cascadeurs de sauter sur le camion. Et du coup, tu voyais pas le levier de vitesse non plus, parce que pour la plupart, c'est des boîtes automatiques. Ah. Donc en fait, les caisses dans le film, elles font des super bruits de turbo, mais c'était des CRX turbo qui étaient enregistrés en fait en studio. Et ils ont réutilisé ces bruits sur les voitures du film. Ouais, ça m'étonne pas là, parce que d'origine c'était des EJ1, EJ2, donc 1,5 litre et 1,6 litre. Et je crois qu'il y en avait 4 ou 5 en boîte auto. Et vraiment des EJ full stock, comme explique Craig Lieberman qui avait monté les voitures du film à l'époque. C'était des caisses qui étaient vraiment secondaires dans le film. Normalement elles devaient juste faire quelques apparitions. Donc vas-y on fout un kit, un aileron, 4 jantes et un muffler à 50 $. Voilà, c'était en gros ça le délire. Voilà, ils pensaient même pas que le film allait autant cartonner. Donc pour les Civic, il en fallait 6, donc 3 je pense pour le film, 3 de cascade en spare, etc. Ouais, j'imagine. En gros j'ai essayé de reproduire la caisse comme elle était pour le film. Ouais. C'est-à-dire full stock avec 2-3 modifications. Après moi j'ai fait quelques trucs en plus. Suspension totalement réglable, histoire d'avoir un truc confortable et un truc qui tienne la route. Oh, je ne la vois pas. Ouais, on a des tails on a des bras réglables, juste histoire de renforcer un peu le châssis, parce que c'est comme des caisses qui maintenant ont 20 ans. Donc voilà, donc du coup la caisse de show a été entièrement détruite. On a récupéré toutes les pièces qu'on a pu, essentiellement carrosserie. On a refait entièrement la caisse en peinture. Taille, avoir la hauteur de caisse, avoir des pneus avec c'est des Toyo, parce qu'à l'époque c'était sponsor Toyo. Bah, avoir un flanc qui a le look des années 2000. Retrouver les jantes qui avaient le design de l'époque, c'était vraiment compliqué. Et voilà, après c'est toute une série de petits détails, mais je suis super content du résultat. Et voilà, ça fait une caisse de plus au garage inutile, qui drifte pas en plus. Mais voilà, pour le délire, on la sort, on la montre aux copains. Quoi. Ouais, c'est carrément cool. Puis même, ça a son importance parce que je trouve que c'est bien aussi de garder des mémoires parce que, genre, quand tu vois la caisse, ça tilte, tu vois la première scène. Ouais, donc voilà, cette caisse, je l'ai plus faite en fait pour le kiff, aussi un peu en honneur au premier film qui nous a tous un peu inspirés. Moi, ça m'a fait du coup découvrir les bagnoles modifiées. Il y a eu Fast and Furious Tokyo Drift qui m'a fait découvrir le drift. Je suis vachement dans le drift pendant pas mal d'années. Maintenant, j'ai aussi mon propre garage. Donc, en fait, c'est toute une série de choses qui sont peut-être parties de certains points de départ, dont voilà, le Fast and Furious. Ouais, ça a fait découvrir la passion.
Ouais, c'est pas mal du tout. C'est clair. Après, les films ont évolué avec le temps, donc t'es plus dans l'esprit Street Racer du début. Tout le monde dit ouais, arrêtez de faire des battles avec des tanks, des chars d'assaut. Ouais. Alors, tout le monde aimerait bien revenir au Street Race, mais c'est pas ce qui se vend dans le cinéma. Donc... Bah ouais. Ouais, Street Race. Bah, à l'époque, en fait, le film c'était vraiment inspiré du vrai Street Race. C'était aux États-Unis, t'avais des vraies courses de drag. C'était énervé pour l'époque. Hein. C'est sûr que maintenant on a des caisses full turbo, des prépa 1000 chevaux, ça se voit un peu partout, que ce soit dans le drag, dans le drift. C'est plus contrôlé aussi maintenant. Voilà, mais maintenant en fait ça s'est tellement démocratisé et développé, surtout au niveau des préparations mécaniques. Mais à l'époque, t'avais vraiment des gens qui dépensaient des milliers de dollars pour avoir des caisses avec 300-400 chevaux dans des Civics, ce qui est déjà quand même pas mal, et qui faisaient des courses dans les rues. Ils veulent moins montrer ce côté illégal parce que ça passe pas, c'est plus publiquement correct. On aimerait bien revenir sur ce côté un peu street race. Et voilà, du coup les anciens disent moi j'ai connu l'ancienne époque. Pour te dire, quand Fast and Furious Tokyo Drift est sorti, j'avais 5 ans. Putain, allez. 5 ans, ouais. Je sais plus, moi j'étais ado, j'étais encore sur ma première Xbox, Forza, drifté, donc... Ah, donc toi, tu vois, t'étais vraiment dans la bonne époque pour que ça te hype de ouf, t'étais là, ouh. J'avais un peu trop chauffé limite avant le permis, tu vois, donc dès que j'ai pu passer mon permis, j'étais déjà au taquet, mais ouais, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a une génération qui en fait, voilà, qui est limite à l'âge quand moi j'ai commencé le drift. Du coup, tu te dis, mais cette génération, elle n'a pas connu le premier Fast and Furious. Mais ça continue quand même en fait à inspirer des gens. Ça a amené tellement de trucs que en fait dans la culture automobile maintenant c'est ancré quoi. Même si tu l'as pas vu à la sortie, au final ça reste des classiques qui peuvent t'inspirer. Moi le drift et même les caisses modifiées, j'ai connu ça à travers YouTube logiquement. Salut, c'est moi, je retransmets. Et le premier, je crois que j'avais 1 an du coup, donc j'ai pas pu le regarder malheureusement. Si allons à l'UGC, c'est parti, t'as 1 an, vas-y pose le siège bébé. Je me souviens que le premier Fast and Furious que j'ai regardé et que j'ai apprécié, je m'en souviens encore maintenant, j'avais 9 ans. C'était le 4 et j'étais là avec un pote Arthur sur lui, j'étais là, oh c'est trop bien. Quand t'es gamin forcément tu rêves je sais pas, tu vois, à l'époque t'avais des caisses avec des néons et tout, direct c'était bling bling, t'avais un bruit de dump, c'était la folie. Donc après quand t'es gosse tu fais pas vraiment gaffe à ça, t'es là, oh ça fait vroom vroom. Le truc t'es au taquet, donc tu te dis ouais ça c'est trop bien, je veux faire ça plus tard. Et puis forcément ça c'est le truc qui en fait ça reste et ça t'inspire pour l'avenir. Et franchement c'est tellement cool que du coup une Civic maintenant vieille, hein, c'est une caisse qui a 25 piges, qui est sortie dans un film qui a je sais plus 19 ans. Que du 25 piges mini je crois. Hein. Ouais c'est ça, là on est sur un truc super vintage. Mais du coup malgré les années en fait ça continue à inspirer les gens et du coup voilà cette caisse ça me fait vraiment plaisir que les gens la reconnaissent, se disent putain elle correspond au film, c'est cool de la voir, enfin en gros de la voir en vrai quoi, c'est plus dans le film. Et voilà, en fait ça permet juste tout simplement de partager quoi. Eh bien merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah, c'est beau. Ouh. Ah trop classe. Autoradio Alpine d'époque, avec lecteur DVD déporté. Hop, cinématique. Ah là là, quand c'est vert hein. On se ramène, ça va pas. Ce genre de soirée, ça fait plaisir. Ah c'est classe avec les néons. Ah ouais putain, comment ça fait. Ah oui d'accord. Bon, c'est une excellente journée, excellente semaine. Elle roule et du coup demain on va chez Aurélien. Sur ce, la puissance matin à tous.